il faut du courage pour avoir de l'audace. Il y a une question que j'aime bien poser aux personnes que j'accompagne. Je pose aussi régulièrement à mes étudiants et en règle générale, les gens ne sont pas à l'aise pour répondre. Et une autre question qu'il faut se poser, c'est pourquoi je bouge pas aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que je suis conscient qu'il faut que je bouge et pourtant je bouge pas? Comment s'épanouir et créer une vie pleine de sens sans se cramer physiquement ou mentalement? Comment réussir sans s'oublier nous-mêmes ou ceux qu'on aime? C'est pour nous aider à trouver cet équilibre qu'est né ce podcast. Je suis Christian S et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode. Bonjour à tous, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Emmanuel Courtois, que j'ai également rencontré à travers un groupe d'entrepreneurs dont je fais partie, le groupe Grandir. Emmanuel, ça fait quelques mois que je l'ai rencontré. J'ai tout de suite trouvé son parcours, son histoire, son positionnement très intéressant. Je pense que vous allez prendre beaucoup de plaisir à la découvrir. Bonjour Emmanuel. Bonjour Christian, bonjour à tous. Écoute, pour commencer, je te propose de te présenter en une phrase. En une phrase, eh bien, disons que mon positionnement, c'est de faire en sorte de développer l'audace professionnelle des femmes et des hommes. Et que pour ça, j'utilise le coaching, bien sûr, et toute l'expérience que j'ai accumulée pendant mes 18 années chez Danone. OK, c'est une belle présentation. Tu vois, on l'avait pas préparé cette phrase-là, mais tu as mis énormément de choses dedans. Tu as parlé de l'audace qui va être le sujet de cet épisode, de ton expérience. Justement, tu mentionnais un peu Danone. Tu peux nous expliquer rapidement ton parcours? Donc moi, j'ai démarré ma carrière après une école de commerce chez Danone, où j'ai rejoint l'équipe système d'information, donc tout ce qui a trait aux ordinateurs, en fait, à l'informatique. Et j'ai eu une carrière pendant 18 ans là-bas, alors pas technique, mais beaucoup plus sur du management, de la gestion de projet, de l'humain finalement, puisque dès qu'on fait un projet informatique, on touche aux habitudes des gens et donc on touche à la conduite du changement. Donc mon parcours a été vraiment balayé autour de tout ce qui va être comment faire en sorte que les personnes acceptent mieux ce changement, qu'elles, comprennent comment utiliser les outils informatiques qu'on met à leur disposition pour que ça leur simplifie la vie et puis d'être un peu aussi le lien, je dirais, entre les équipes techniques d'un côté, qui ont leur langage et puis les équipes métiers en interne Danone qui elles-mêmes avaient leur langage qui était pas toujours compatible. Donc il y avait bien souvent besoin de faire le lien entre les 2 pour s'assurer qu'il y ait une compréhension et que du coup, on réponde, nous, côté informatique, réellement à leurs besoins et qu'il n'y ait pas de désillusion à la fin des projets, mais qui est vraiment plutôt une volonté commune d'arriver au même objectif en ayant cet objectif qui soit clairement défini de part et d'autre. Ouais, en fait, tu étais en fait une sorte de traductrice, en quelque sorte, entre différentes Ouais, équipes ouais, qui on parlent peut dire différents ça. langages. Ouais, traductrice, interface, c'était vraiment le but et de faire en sorte que, bah, du coup, mes équipes soient capables de prendre ce relais et de faire ça. Et comment on passe justement de Danone, gros groupe CAC 40, à une activité indépendante? Alors il y a 2 choses. La première, c'est que en plus de tout ce que je viens de vous dire sur ce que j'ai fait chez Danone, pendant 10 ans, j'ai en plus, Danone étant une grosse boîte, il y a souvent des belles opportunités qui se profilent et moi, j'avais saisi une opportunité pour être, formatrice en interne pour les salariés de Danone et donc pendant 10 ans, j'ai animé des formations sur le leadership et le management pour les salariés de Danone. En français, en anglais, en espagnol, et j'ai fait ça, en plus de mon job, en fait et j'ai adoré faire ça. Donc du coup, bah, c'est venu petit à petit, prendre, un petit peu la place, on va dire, principale. Pas en termes de temps, mais en termes d'envie et comme justement j'avais de moins en moins de temps pour faire ça, ça me manquait et je me suis dit: «Ben,
il y a peut-être un truc qu'il faut que j'aille chercher là. J'ai été moi-même coachée en interne Danone par une coach formidable qui m'a vraiment permis de changer de regard sur la relation que j'avais avec mon boss, qui était le point que je venais travailler en coaching. Et j'ai vu vraiment l'intérêt que ça pouvait m'apporter. Et je me suis dit, OK, formation, coaching, c'est hyper complémentaire. C'est des choses qui me plaisent. Et si je proposais ces services-là à des entreprises en tant qu'indépendante, et que je me rapproche à ce moment-là d'entreprises à taille humaine, beaucoup plus petites, pour pouvoir vraiment me sentir utile et aller développer ce principe d'audace professionnelle qui me tient à cœur. Comment on ose donner des formations en leadership? C'est c'est quelque chose, qui doit être assez challengeant, tu vois? La 1re fois que tu te lances, même après avoir été coaché, par celle que tu mentionnais, comment t'as géré ça, ce petit truc qui nous fait dire à beaucoup: «Mais en fait, je suis qui pour, pour donner des conseils?» surtout dans ce type de domaine qui est quand même assez différent d'un domaine très technique qu'on va maîtriser? Je dirais que l'idée, c'est moi, je suis pas du tout dans des formations descendantes. Je suis pas là pour dire je suis sachante et voilà, je vous colle mon savoir. Je suis vraiment là pour, au contraire, agir un peu comme un révélateur. C'est faire prendre conscience, c'est échanger et du coup, ma posture de coach joue beaucoup dans les formations que j'anime et c'est de se dire, «OK, il y a des notions de base qu'on peut revoir ensemble, savoir ce que vous savez, vérifier, passer par des petits exercices, des jeux, beaucoup de jeux, pour, par les jeux, finalement, comprendre qu'il y a des choses qu'on fait, des choses qu'on fait pas, mais peut-être des choses qui sont accessibles. Et à partir de là, se rendre compte avec l'effet miroir de voir les autres faire, d'entendre, soit le formateur, soit les autres personnes faire un retour sur ce qu'on vient de faire, prendre conscience qu'on peut adapter sa posture ou qu'en tout cas, on renvoie quelque chose qui n'est pas toujours ce que l'on pense être au départ. Et tout ça, ça permet de développer la confiance, ça permet de développer le leadership. Bah, je pense que ça doit être beaucoup plus intéressant effectivement que certaines formations que j'ai vues qui très très descendantes. On déroule un PowerPoint, évidemment petite mise en application après, je pense que tout repose là-dessus en fait, sur la position un petit peu du sachant, du mentor. C'est ça qui est difficile parfois, parce que dans une formation, en quelque sorte, forcément c'est toi qui donnes la formation, donc tu as une marche au-dessus en termes de connaissances et de compétences par rapport aux personnes qui suivent la formation. Ça paraît assez logique. Mais en fait, je trouve que tout l'enjeu, c'est vraiment de trouver ce positionnement où tu apprends des choses, mais sans rentrer dans ce rapport très descendant et qui rapidement peut devenir un petit peu ennuyeux en fait. Ouais, complètement. Et enfin moi, c'est en tout cas comme ça que j'aborde les choses parce que c'est comme ça que moi, ça m'intéresse aussi. Et puis, je pense que c'est lié à ma nature également. Et tu vois, j'enseigne aussi. J'ai des étudiants de bac+2 à bac+5 et j'ai la même démarche avec eux. Ça les déroute beaucoup parce qu'ils sont pas du tout habitués à ça. Ils sont habitués à arriver en cours et à juste gratter le cours qu'on leur donne. Et moi, je leur dis: «Non, on va pas prendre les stylos tout de suite, on va réfléchir déjà. Je vais vous poser des questions, on va échanger, on va voir ensemble, ce qui fonctionne pas pour vous. Vous allez pouvoir me contredire, vous allez pouvoir me donner votre avis et puis on va construire ensemble le cours. Bien sûr, je vous donnerai, la théorie, telle que vous devez la savoir et oui, mais on va surtout échanger autour de ça». Et finalement, c'est aussi comme ça que j'arrive à capter leur attention. Parce que du coup, déjà ça les perturbe, ça les change, et puis, ça les amène, ça les oblige à réfléchir. Ouais, ça doit les changer effectivement d'une attitude assez passive qu'on a Mmh. pu tous connaître dans certains cours. Et comment tu définis le leadership? Parce qu'on en parle, mais on a tous peut-être notre petite idée, mais je me demande comment toi tu le définis?
Le leadership, pour moi, c'est le fait par ta posture, par qui tu es, en fait, de, de donner envie aux autres de te suivre. Il y a énormément de formes de leadership. Tu as des personnes qui vont avoir un leadership qui va être basé sur l'humour, par exemple. D'autres qui vont avoir un leadership qui va être basé sur la capacité qu'ils ont à avoir une vision extrêmement claire et qui embarque vers cette vision. D'autres qui vont avoir un leadership plutôt par le soin qu'ils apportent aux autres et par le fait que on se sent bien épaulé, bien soutenu par eux. Et puis d'autres qui vont être dans un leadership plutôt tourné vers l'action. Et tout ça, il n'y a pas un leadership pour moi. Le leadership, tout le monde a du leadership, c'est plus comment on en prend conscience et comment on le développe. Mais, mais tu peux poser cette question à 15 personnes, tu auras 15 réponses différentes, je pense. Ouais, c'est sûr. Et là, le premier truc qui vient à l'esprit, je pense pour beaucoup, c'est de se dire, ouais, mais moi, je suis introverti, tu sais, je suis un peu timide, je suis pas un grand leader charismatique, euh, donc je me sens un peu mal à l'aise quand je parle devant des personnes, je sais pas trop quoi dire, je sais pas où mettre mes mains, je rougis un peu, je bégaye, j'ai préparé un truc et je l'oublie totalement. Du coup, bah, le leadership, c'est pas vraiment pour moi, en fait. T'as dû Ouais, souvent avoir ce genre de retour. bien sûr. Et ce que tu décris là, c'est plus la capacité à prendre la parole en public. C'est plus comment je gère mon stress, mon émotion pour savoir parler devant un public sans perdre mes moyens. Mais Hmm. le leadership, bien sûr, ça passe par l'oralité, évidemment. Euh, on a plus de facilité. Enfin, je veux dire, si on est un bon orateur, c'est a priori plus facile d'avoir du leadership en apparence. Mais sauf que si le discours est creux, le leadership va vite retomber. Il va y avoir un effet déceptif. On va avoir l'impression que cette personne est leader, mais on va se rendre compte que c'est un feu de paille. Alors que si vraiment il y a quelqu'un qui a, je sais pas moi, une vision très claire, mais que cette difficulté à s'exprimer demande un petit peu à être travaillée, mais du coup, quand on est dans l'échange riche et peut-être plus individuel avec cette personne, ben là, on va découvrir son leadership. Et peut-être que ce leadership, c'est nous qui allons le propager, tu vois. Parfois, c'est aussi ça, c'est ton leadership, c'est une personne qui comprend là où tu veux aller et qui va amener les autres à te suivre parce elle croit en toi. Donc parfois, Ok. il y a aussi le soutien des autres qui va développer ton leadership. Alors, effectivement, tu parlais des différents moyens par lesquels le leadership de chacun peut s'exprimer, hein, l'action, l'humour, etc. Euh, si tu pouvais donner quelques points de départ, quelques astuces justement euh, pour déjà trouver le sien, hein, trouver son moyen préférentiel et aussi bah, pouvoir l'améliorer. Qu'est-ce que tu pourrais partager sur ce sujet? Il y a une question que j'aime bien poser aux personnes que j'accompagne. Je pose aussi régulièrement à mes étudiants et en règle générale, les gens sont pas à l'aise pour répondre. C'est quel est votre super pouvoir? Quel est votre talent? Et en fait, quand on répond à cette question, ben, on a une bonne partie de la réponse à où est mon leadership. Parce que le talent, c'est ce qu'on fait sans effort. C'est quelque chose qu'on a en nous. On n'en est pas vraiment conscient bien souvent parce que comme on le fait sans effort, on n'a pas l'impression que c'est quelque chose de compliqué et on se dit les autres l'ont forcément aussi, sauf que non. Et c'est souvent en répondant à la question qu'est-ce qui manque aux autres quand je ne suis pas là? Quand, quand dans un collectif, je peux pas être là, qu'est-ce qui va manquer à ce collectif? Qu'est-ce que les autres vont dire à la fin de ce temps collectif? Ah bah tiens, si Christian avait été là, on aurait eu tel
réflexion, ou il nous aurait dit ça, ou il aurait fait ci. Et à ce moment-là, on se rend compte de là où est notre talent, de ce qu'on apporte réellement, de là où est notre contribution pour les autres. Et ça, c'est bien souvent la base de notre leadership. C'est-à-dire ce talent que l'on peut aller développer très facilement derrière et qui va faire que les autres vont avoir envie de nous suivre parce que on a ce talent et qu'on est reconnu pour ça. Ok, super. Ce que les autres apprécient chez nous, en fait, et où Mm. naturellement, ils se disent, ah bah tiens, si seulement il avait été là, tel truc aurait été plus facile ou plus Ouais. sympa. Super question pour trouver effectivement son super pouvoir. Et, et du coup, imaginons que, bah, je sais pas, moi, mon super pouvoir, c'est vraiment synthétiser les trucs, prendre des notes, organiser, etc. C'est vraiment un exemple au hasard. Euh, on part de ce super pouvoir-là. Comment je peux m'en servir pour développer mon leadership? Déjà, parce que tu connais ton super pouvoir, tu vas savoir que là où il va falloir que tu trouves des complémentarités. Donc tu vas savoir comment, si tu as une force là, ça veut dire qu'il y a d'autres sujets sur lesquels tu es moins fort. Et du coup, tu vas aller trouver les bonnes personnes pour venir compléter, on va dire, ton potentiel. Et je sais pas si, en fonction de ce que tu veux faire de ce leadership, mais si tu as un projet qui nécessite non seulement un esprit de synthèse très fort, là tu as ça, mais qui va aussi nécessiter une communication, et là une communication peut-être très créative, et que tu n'as pas cette créativité, tu vas aller chercher ce complément ailleurs. Comment tu vas pouvoir le trouver? Donc tu vas arriver avec ton super pouvoir de synthèse pour donner envie à l'autre parce que tu auras super bien synthétisé ton sujet et ton projet, et l'autre va t'amener sa créativité. Donc c'est aller chercher des complémentarités. Moi je crois beaucoup en ça, au fait que certes on a tous des super pouvoirs, et c'est la combinaison de nos super pouvoirs qui fait la puissance du collectif. Donc ce leadership, ça va être d'être conscient qu'on a notre talent, mais forcément, si on a celui-là, il y en a qu'on n'a pas. Donc c'est d'aller les chercher, de quelque part demander un coup de main, demander du soutien. Ouais, tout à fait. Et c'est pas facile parfois parce que, tu sais, on utilise souvent en entreprise les quatre couleurs, hein, le profil disque, Mm. qui permet un peu de segmenter les personnes. Et c'est vrai que c'est pas évident parfois d'aller chercher quelqu'un qui est à l'opposé, en fait, de toi. Mm. Moi, tu vois, par exemple, je suis jaune-rouge et c'est pas facile. Ce côté bleu euh, me manque. Et du coup, à chaque fois que je dois faire quelque chose avec quelqu'un, préférablement, à la base, je suis tenté d'aller vers un jaune, tu vois. On va bien s'entendre, ça va fuser, etc. Mais parfois, par le passé, je me suis rendu compte qu'effectivement, c'était peut-être le plus agréable au départ, mais c'était pas forcément le plus efficace. Alors que justement, des profils qui amène d'autres compétences, et ben c'est en fait ça qui vraiment te fait passer un cap et te simplifie vachement la vie. Et tu te rends compte qu'en fait ces personnes sont pas si différentes que toi, c'est juste que comme tu disais, on parle des fois de différents langages, faut juste apprendre à traduire un petit peu. Mais en fait quand on arrive à bien se comprendre, ça peut faire de super choses. Oui, puis c'est ce qui va enrichir ton idée, c'est peut-être aussi ce qui va faire que ton projet se développe beaucoup mieux parce que justement, tu as l'apport de quelqu'un qui porte un autre regard dessus et qui Hmm, va voir ce que toi, tu ne vois pas. exactement. Très clair sur ce point, le leadership, c'est donner aux autres l'envie de nous suivre. Et pour ce faire, ben, on apprend à se connaître, à repérer son super Mm. pouvoir. Pour faire ça, on se demande voilà, qu'est-ce qui manque aux autres quand je suis pas là, qu'est-ce qui est facile et naturel pour moi, et qui l'est peut-être moins pour d'autres personnes. Et on cherche à trouver des personnes pour, eh ben, pour nous compléter.
et qui Complètement. qui sont un peu à l'opposé en termes de compétences. Super intéressant pour cette partie leadership. On avait mentionné un autre mot dès le départ, c'est l'audace. Ouais. On est sur une notion qui est un peu différente. Euh, Qu'est-ce que tu peux dire à ce sujet? L'audace, pour moi, c'est oser aller dans sa zone d'inconfort, c'est oser se mettre raisonnablement en danger, en tout cas en danger par rapport à, pas du tout en danger vital, mais je dirais en danger par rapport à nos freins, à ce qui nous, voilà, ce qui vient venir un peu nous mettre vraiment dans un inconfort latent, quoi, de se dire là, je suis pas à l'aise d'y aller. Ça me demande un gros effort, il faut que je prenne sur moi, il faut que je fasse différemment de d'habitude. Et pourtant, je sens que si je passe ce pas-là, si je vais sur cette marche, je vais aussi pouvoir accéder à quelque chose de complètement différent. Donc c'est vraiment arrêter de faire toujours la même chose qui produit juste un peu plus du même effet et se dire ok, je veux que ça bouge, et ben je vais changer quelque chose, mais quelque chose qui me demande un vrai effort pour arriver à un résultat différent. Comment tu différencies, toi, l'audace et le courage? C'est très proche, je pense. Il faut du courage pour avoir de l'audace. Mhm. Donc ouais, je dirais que c'est plutôt le courage, c'est le moyen d'avoir de l'audace. D'accord. Comment, à nouveau, question, question fondamentale et assez, assez logique, mais comment on fait pour avoir plus d'audace, plus de courage? Alors première chose, c'est qu'il faut pas chercher tout de suite à aller sur une marche trop haute. Faut y aller petit à petit. C'est vraiment la technique des petits pas. Déjà, faut comprendre où sont nos freins. Parce que souvent, ce qui nous empêche d'avoir de l'audace, bah, c'est qu'il y a des peurs, c'est qu'il y a il y a des freins. Donc, faut comprendre ce que c'est. Comprendre où sont ces freins, où sont ces peurs, qu'est-ce qui vient les nourrir, qu'est-ce qui fait que finalement, c'est aussi parfois se poser la question de quel intérêt j'ai à rester dans cette situation. Parce que parfois, finalement, tant qu'il n'y a pas un réel enjeu à passer sur la marche supérieure, ben, on n'y va pas. Donc c'est Oui. comprendre tout ça. Et du coup, une fois qu'on a bien compris l'existant, on peut envisager de faire des petits pas, faire des petites choses. Mais il faut pas tout de suite se mettre un challenge de fou parce que c'est trop dur à atteindre. Et puis surtout, on va tout de suite voir ça avec un regard plutôt basé sur l'échec potentiel. Alors que si on fait des petits pas, on va se dire ok, si je me plante là, franchement, c'est pas très grave, il se passe rien, il n'y a pas d'enjeu, donc je peux y aller. Et petit à petit, ça nous donne confiance et on va sur la marche, la petite marche du dessus et ainsi de suite. Donc c'est vraiment cette technique des petits pas qui est importante. Ok. Donc, en fait, ce que tu dis, c'est d'abord se demander pourquoi j'ai envie de bouger, qu'est-ce qui me rend inconfortable dans cette situation-là et qu'est-ce qui me drive à faire différemment. Et ensuite faire un petit pas pour diminuer la peur, parce que souvent, bah, ce qui nous retient, c'est la peur. Est-ce que si je me plante, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Et faire du coup ce petit pas pour se dire, bah, c'est pas trop grave. Si ça se passe mal, ma vie va pas s'effondrer. Et puis en plus, c'est un petit pas, ça devrait être quand même dans ma capacité. Ouais, ça, et puis tu vois, je rajouterais par rapport à ce que tu as résumé, c'est que entre le moment où je me dis pourquoi je veux bouger et le moment où je fais le petit pas, il y a une autre question qu'il faut se poser, c'est pourquoi je bouge pas aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que je suis conscient qu'il faut que je bouge et pourtant je bouge pas? Donc c'est aller regarder ses peurs, ses freins, peut-être aussi finalement le fait que la situation est pas si inconfortable aujourd'hui et que du coup ben j'ai peut-être d'autres priorités en ce moment à gérer que se bouger sur ce sujet-là. Donc c'est tout ça pour être capable effectivement après de se dire
ben, je vais aller commencer par un premier petit pas. Bah, tu l'as dit, hein, de toute façon, tout est question de priorité. Parfois, il y a des trucs qu'on aimerait changer, mais en fait, on n'a pas l'énergie Ouais, ou le c'est pas temps le bon nécessaire pour moment. tout faire. Et c'est là où c'est important, en fait, comme tu le dis, de prioriser, en fait, entre ce qui crée, enfin, en tout cas, c'est une technique assez personnelle, mais j'essaie de créer un rapport, en fait, tu vois, entre l'effort ou le temps ou l'argent que ça va me coûter par rapport aux bénéfices. En fait, tu te rends compte que des fois, tu as des trucs qui te prendraient beaucoup de temps, beaucoup d'argent, et en fait, qui te rapporteraient pas tant que ça. Alors qu'à l'inverse, des fois, tu as des petits changements qui ont des sacrés impacts. Ouais, tout à fait. Et donc toi, tu disais au tout début, lorsque tu te présentais, que tu accompagnais préférablement des femmes, justement, à développer leur audace. Euh, tu peux nous raconter un petit peu comment ça se passe à ce niveau-là, pourquoi les femmes euh, Bien sûr. Donc, bah, tout au long de ma carrière chez Danone, donc en système d'information, j'étais bah, une rare femme dans ce milieu. C'est quand même un milieu très masculin. Moi, j'avais la chance d'avoir plutôt confiance en moi, donc ça m'a pas perturbée plus que ça d'être entourée d'hommes. Mais j'ai vu beaucoup de mes collègues féminines bah, se mettre un peu des barrières toutes seules finalement. Et parfois ne pas oser aller postuler à tel poste qui leur plaisait parce que oh ben non, ben il y a un tel et un tel parce que c'est des hommes, ils vont forcément passer devant ou voilà et quelque part s'auto-censurer. Euh, et ça, ben moi ça me gêne. Dire ben non en fait ces femmes, elles avaient le même potentiel, peut-être même plus parfois que certains hommes qui avaient eu les postes et ok, on leur a pas proposé, mais elles non plus y ont pas cru. Et donc j'ai envie que bah, qu'elles au moins elles osent, qu'elles puissent se dire bah j'ai pas à rougir d'être une femme ou à me dire que parce que je suis une femme on va pas m'accorder la même importance ou on va considérer que j'ai pas les mêmes compétences ou les mêmes possibilités et du coup qu'elles au moins elles se mettent pas ces freins-là. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment à cœur de développer l'audace professionnelle, principalement chez les femmes, parce que je l'ai trop vu autour de moi, on va dire, et qu'il y a quand même ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur, qui reste un syndrome essentiellement féminin. Je ne dis pas que les hommes n'en ont pas, hein, et bien sûr qu'il y a quelques hommes qui l'ont aussi, mais c'est très féminin. Syndrome de la bonne élève, de syndrome de l'imposteur, c'est des syndromes très féminins et qui viennent ben, empêcher un peu cette élévation dans le milieu professionnel et empêcher d'oser prendre certains postes et de dire oui à certaines propositions. Donc j'ai envie de travailler là-dessus parce que bah, pour moi, le fait que les femmes puissent accéder au même type de poste que les hommes, ça passe aussi par les femmes. C'est pas que dire les hommes nous laissent pas la place, c'est aussi les femmes qui doivent oser prendre cette place et être à leur juste place. c'est une, euh, c'est une belle mission que tu t'es trouvé effectivement parce que euh, tu vois, on parle du syndrome de l'imposteur. Moi, je trouve que il a quelque chose de chouette, parfois, dans le sens où il va indiquer que ce que tu fais, en fait, c'est important pour toi, que tu as envie de faire les choses bien. Moi, j'étais des fois fasciné de voir certains qui en avaient absolument pas, alors qu'en fait, ils maîtrisaient pas du tout. Oui, Euh, Type, souvent. tu sors de formation et la personne, tu as l'impression qu'elle a 20 ans d'expérience, et elle connaît tout, même mieux que les formateurs. Waouh, tu te dis ça fait peur. Ça fait peur. Tu veux pas prendre un petit peu de syndrome de l'imposteur? Ça te ferait peut-être du bien. Bon, c'est que des hommes, hein, pour le coup, que j'ai vu agir comme ça. J'ai jamais vu une femme Ah, faire ça. ça doit exister. Ça doit exister, mais en tout cas, je l'ai jamais constaté. Mais effectivement, donc je trouve qu'il y a un côté un peu chouette quand même qui se cache derrière. Avec de bons sentiments, mais c'est vrai que ouais, parfois ça paralyse beaucoup et je pense qu'il faut aussi accepter à un moment de se dire bah, quand tu débutes, tu débutes.
que ce soit dans un poste, dans un métier, dans un rôle, quel qu'il soit. Je pense que voilà, bah, au départ, ce qui fait beaucoup de mal, c'est d'essayer de jouer la personne qui a plein d'expérience, et qui sait tout et de jamais se dire: «Bah, ouais, je sais pas, bah, ouais, je débute, ouais, je vais faire des bêtises, on va essayer juste de les minimiser et je ferai de mon mieux et ça va le faire». Oui, quelque part, Mais il y a c'est une une chose de le dire, humilité derrière. c'est ça, ouais, exactement. Exactement. Mais après, c'est une chose de le dire, c'en est une autre de le ressentir profondément. Je pense que c'est important, justement, que tu puisses aider des personnes à pouvoir dépasser ce cap et à oser. Et ça me tient à cœur. Bah ouais, ça se sent. Euh, Écoute, pour terminer cette interview, j'ai trois questions à te poser juste avant, parce que à la fin, on est tenté de couper la vidéo. Et j'aimerais pas que cette partie passe à la trappe. Je te propose juste d'expliquer bah, comment on peut travailler avec toi, où on te retrouve. Ok, donc là-dessus, donc moi je suis basée à Morlaix. J'ai un, je reçois donc je fais aussi bien du coaching individuel que du coaching collectif et l'animation de formation bien sûr. Tout ce que je le fais avec beaucoup enfin tout est personnalisé. Je n'ai rien sur étagère qui permet de venir piocher, quelque chose et de me dire, «Bah, tiens, je vais reprendre ce que j'ai fait là et je le re c'est à peu près le même sujet, ça va coller pour la personne d'après». Je sais pas faire ça. Je fais tout à chaque fois, 100 en fonction de la personne que j'ai en face de moi ou de l'entreprise que j'ai en face de moi si je dois animer une nouvelle formation sur une thématique que j'ai déjà faite. Parce que je trouve qu'il faut vraiment s'adapter aux individus et aux problématiques, au contexte, et que c'est ça qui fait la richesse des apports que l'on peut avoir. Et pour me trouver, bah, c'est simple, j'ai un site internet qui s'appelle étincelle avec un s.coach. Sinon, on peut me retrouver par mail, emmanuel@étincelle.coach aussi. Et bah, j'interviens sur toute la Bretagne. Et j'interviens aussi, en région parisienne régulièrement. Voilà. Et j'ai, bah, quand je suis, à Morlaix, pour l'instant, j'ai pas encore de cabinet où je reçois, donc j'utilise les locaux, de Quai 5, qui est l'espace de coworking de Morlaix, qui est super local, où on peut aussi bien animer. Il y a des grandes salles pour pouvoir animer des formations. Il y a des petites salles pour pouvoir faire des entretiens, des coachings individuels de façon très sécurisée, je dirais confidentielle en tout cas, et très agréable. Donc voilà, ça correspond bien au lieu de travail dont j'ai besoin. Je confirme. Très bel espace de coworking, très agréable, plein d'endroits différents, il y a de quoi Mm. faire. Bah écoute, justement, pour te connaître encore un peu plus personnellement, est-ce que tu peux partager peut-être une personne qui t'a particulièrement marqué, inspiré, et qui, Mm. qui a participé à faire de toi qui tu es actuellement? Alors j'ai envie de te parler de deux personnes. Une Allez. que je n'ai pas connue, mais qui m'a beaucoup inspirée, qui est Simone Veil, Hmm. qui est une femme que je trouve remarquable. Euh, Elle a vécu des choses horribles, euh, et en même temps, ça lui a donné une force et un courage, une audace. Elle a quand même soutenu des sujets et réussi à faire entendre sa voix et à convaincre dans une société qui n'était pas du tout prête à entendre ce qu'elle voulait défendre. Elle est allée parce qu'on la connaît bien sûr beaucoup sur tout ce qu'elle a fait pour les femmes, mais elle n'a pas fait que ça. Elle a aussi beaucoup travaillé pour les conditions carcérales. Enfin, elle a eu plein de sujets qui lui ont tenu à cœur et à chaque fois, ça a été des sujets compliqués où elle était toute seule à vouloir les défendre et elle a fait en sorte de trouver des alliés, de convaincre,
Moi, j'admire vraiment ce qu'a fait cette femme parce que je pense qu'elle était totalement alignée entre, ce qu'elle ressentait à l'intérieur et ce qu'elle a voulu mettre en œuvre pour la société française et ça, je trouve que c'est magnifique et elle a fait ça avec toujours beaucoup de classe, une façon de s'exprimer qui est irréprochable, et dans une, confrontation permanente avec, la jonque masculine à ce moment-là, parce que c'était celle qui était principalement présente, mais pas que. Il y avait aussi elle s'est pris aussi de front des femmes qui étaient opposées à ces combats et elle a tenu tête à tout ça et elle a réussi, ben, à côté de ça, à tenir, et à avoir sa famille, à développer et à protéger aussi cette sphère, intime à côté. Donc j'ai beaucoup d'admiration pour son combat et sa personne. Et puis la Très bon deuxième choix. personne Je je pardon. trouve qu'effectivement c'est une personne aussi très inspirante. Je peux qu'être, d'accord avec toi. Je comprends que tu l'aies choisie. Et la deuxième personne qui m'inspire, c'est une de mes amies qui a combattu pendant 1 an, bah, il y a 2 ans de ça maintenant, un cancer et j'ai été épatée par la façon dont elle a pris cette nouvelle, dont elle l'a embrassée et en se disant qu'en fait, bah, ça devait être une opportunité et que tout a été elle a tout vécu et elle a décidé de tout vivre comme une opportunité. De vivre une expérience, de comprendre, la médecine par rapport à ça, de 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 se dire: «OK, si ce cancer il m'arrive, c'est qu'il y a forcément des choses aujourd'hui que je ne fais pas comme il faut ou qu'il vient quelque part être un signal d'alerte pour me dire: "Je dois changer des choses"». Et elle a tout pris sur ce ton-là et alors, elle est aujourd'hui en phase, enfin tout va bien, elle est en fin de traitement mais elle a déployé une énergie positive et constructive à combattre cette maladie et à en faire une opportunité de vie, moi que je trouve, géniale et je l'ai eue pendant 1 an au téléphone. Elle avait toujours le sourire, elle riait de ce qui lui arrivait, elle ra tout était pris avec, pas désinvolture du tout, mais en disant: «Oh là là, j'ai vécu ça, c'était» avec, 2 jours de recul, mais qu'est-ce que c'était drôle, et à toujours tout voir d'un côté positif et j'ai trouvé ça merveilleux. Ça doit être extrêmement difficile à faire, parce que c'est vrai que d'habitude on a un peu les 5 étapes là de d'Elisabeth Et Kübler-Ross, hein, ouais on est dans le et ben, je déni, on est pense en que c'est son colère, talent et tout. parce Ouais, qu'elle l'a franchement, fait c'est génial. sans difficulté. Elle l'a fait avec, une facilité déconcertante et moi qui m'a bluffée, vraiment. Ouais, c'est tu vois, quand il t'arrive des petites tuiles dans la vie, c'est vrai que c'est plus facile de te dire: «Bon, c'est l'opportunité d'apprendre», voilà, tu te répètes des mantras, soit je gagne, soit j'apprends, ce qui ne te tue pas te rend plus fort, et cetera. Ouais, c'est facile quand c'est des petites tuiles. Et c'est vrai que quand c'est quelque chose comme ça qui met ta vie en danger, qui peut potentiellement chambouler un peu tout ton quotidien, ta famille et tout, c'est effectivement une opportunité de te mettre à l'épreuve, ça c'est clair. Donc ouais, chapeau à cette femme et content qu'elle aille mieux, maintenant. Et elle est en train d'en écrire un livre dessus, d'ailleurs. Il faudra que tu me tiennes au courant, quand il sortira parce que je trouve que c'est quelque chose de très beau. Ah ouais, ça m'émeut beaucoup à chaque fois. Bah, écoute, tiens-moi au courant. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a aussi une œuvre de fiction qui t'a particulièrement, inspiré ou marqué? Alors j'ai une œuvre que j'ai lue, très récemment, qui s'appelle Les guerriers de l'hiver de, Olivier Norek, qui est un roman historique qui m'a particulièrement marquée parce qu'il y a 2 choses. Il y a une description, magnifique
alors c'est sur la guerre, mais une description magnifique de ce qui se passe pour ces soldats sur le front qui sont appelés à prendre les armes alors que ce sont des gens comme toi et moi au départ et que, du jour au lendemain parce que leur pays est envahi, ils doivent aller sur le front et défendre leur nation. Donc de voir ça, la façon dont c'est décrit, les conditions dans lesquelles ils le font. Et j'ai pas pu m'empêcher pendant toute la lecture de ce livre de faire le parallèle avec notre contexte international, qui est quand même extrêmement difficile, je trouve, et qui du coup, quelque part, me dit, on a encore la chance aujourd'hui, là, dans notre pays, nous, on est protégés. Combien de temps, je sais pas. Mais d'avoir envie d'en profiter un maximum, en tout cas, et de me dire, bah, si demain, ça doit basculer, faire en sorte de pas avoir de regrets et de se dire, bah, OK, si on doit combattre demain, alors moi, j'ai la chance qu'a priori, j'irai jamais combattre sur le terrain, mais comment je pourrais combattre autrement? Et comment je pourrais, aider et soutenir si demain ça doit se provoquer, heu, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Comment je vais contribuer finalement à tout ça? Je ne le souhaite absolument pas, mais ce livre m'a vraiment amenée à avoir cette réflexion. Ah, tu vois, ce contexte international qui est un poil tendu, je crois qu'au moins ça a une vertu, c'est que ça nous fait prendre conscience, comme tu le dis, qu'en fait, vivre en paix, tranquille, avoir comme seul problème ses propres préoccupations et ceux de sa famille, qui sont parfois challengeantes, hein, comme on l'a dit, mais en tout cas, on n'a pas à se soucier du fait d'être en sécurité, qu'il y ait un missile qui nous tombe sur le coin de la figure, des drones qui viennent nous chercher chaque nuit, etc. Euh, et ben, en fait, ça fait longtemps qu'on a considéré que ça a coulé de source, quoi. C'est la base, hein. Oui, mais non. C'est logique. Bah oui, il y a l'OTAN, il y a des règles, voilà. Et puis on est les plus forts, et puis on est riche, et puis tout va bien. Donc évidemment. Et c'est vrai que bah, comme ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu de guerre sur notre sol, euh, ça semble un peu couler de source. Et puis, bon, bah, Seconde Guerre mondiale, c'est les livres d'histoire. C'était avant les gens étaient méchants et ils étaient un peu fous. Maintenant, c'est bon, tout le monde s'est calmé et on a tous compris. Euh, et en fait, je pense que toi et moi, on n'a pas exactement le même âge, mais on a grandi dans cette idée commune. Et bah, le contexte international nous fait prendre conscience que cette idée n'est pas si juste que ça et qu'en fait tout est toujours malheureusement possible, rien n'est acquis, donc au moins il a cette vertu-là. Pour finir, si tu pouvais apparaître sur tous les écrans du monde, les téléphones, les ordis, les télés, et t'as 1 minute, tout le monde te regarde, tout le monde t'écoute, qu'est-ce que tu dis? Ouh, le truc qui me fait rêver. Ok, bah, tu Bon, coupes, hein, tu peux faire écran noir ouais. Et voilà. si ça devait arriver, je pense que ce qui me reviendrait, c'est un peu, j'ai longtemps eu un poème de Sœur Teresa qui s'appelle Sourire. Et, et je trouve que dans ce poème, donc elle décrit tout, enfin, comment on peut faire un sourire et ce que ça apporte et à quel point c'est facile et pourtant tout ce que ça permet de donner à l'autre. Donc je crois que ce que je dirais, c'est tout simplement ça. Souriez, c'est contagieux. Parce qu'un sourire, bah, ça fait du bien, quelle que soit la situation qu'on est en train de vivre. On stresse, bah, ça nous détend. On est heureux, ça continue à nous rendre heureux. On est triste, ça nous console un petit peu. Et un sourire, ça ne nous coûte rien de le faire. Et pourtant, ça apporte toujours à l'autre. Et peut-être que ça amènerait un peu de douceur et un peu plus de légèreté. Donc ce serait Ouais, ça, et c'est une part de notre humanité. tout à fait.
Et écoute, merci beaucoup pour cet échange, Emmanuel. C'était un vrai plaisir. Si vous avez envie d'avancer sur ces sujets de leadership, d'audace, et particulièrement si vous êtes une femme, et si vous avez la chance de vivre en Bretagne ou en région parisienne, contactez Emmanuel. Elle saura certainement vous accompagner. Merci beaucoup, Christian, pour cet Je t'en échange. prie. À bientôt. À bientôt.